Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez le journal de la TFC. Voici les titres. Côte d'Ivoire. Un avion cargo s'écrase dans la mer. Au moins 4 personnes ont été tuées et 6 personnes sont par ailleurs blessées, dont 2 grièvement. Malgache. L'ancien chef d'État malgache Albert Zafi est décédé à l'âge de 90 ans. L'annonce a été faite ce vendredi midi par le président de la République de Madagascar. France. L'ancienne ministre de la Culture est devenue vendredi directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. En Espagne, la pression augmentait dimanche sur le dirigeant séparatiste catalan Carles Puigdemont qui doit choisir entre proclamer l'indépendance de la Catalogne ou pousser l'État. Amérique, le bilan provisoire des incendies en Californie s'alourdit. Au moins 90 000 hectares partis en fumée, près de 5 700 bâtiments détruits. De retour sur le plateau, commençons le déroulé d'informations par les informations chrétiennes. Au Ghana, le 7 octobre dernier, il y a eu une marée de sang. L'étrange phénomène a rassemblé de nombreux curieux inquiets sur les réseaux sociaux. L'affolement a laissé place à la raison. Phénomène paranormal, abattage massif d'animaux, mauvais sort, punition divine, toutes les hypothèses ont été passées au crible. Et pour les chrétiens, et si Dieu était en train de parler, comme il le fit en Exode 7, avant de libérer le peuple hébreu de l'esclavage? Regardons les images. En Haïti, lors du passage de l'ouragan Irma dans l'Atlantique Nord, au début du mois de septembre, Made in Compassion avait ouvert un fonds d'urgence afin de venir en aide aux sinistrés, s'engageant à affecter les dons en priorité aux zones les plus défavorisées et aux besoins humanitaires et sanitaires les plus urgents. C'est dans ce contexte que le contact s'est fait avec le pôle nord humanitaire de l'Église Nouvelle Vie. Cette église du Québec est en effet impliquée depuis des années auprès de la population haïtienne dans l'accompagnement les plus démunis et le soutien d'églises locales. Les équipes de Sonia Masso, la directrice des missions à court terme de Nouvelle Vie, s'apprêtent à partir en Haïti pour apporter un soutien aux populations les plus vulnérables au travers de la reconstruction des centres médicaux et de l'aide alimentaire. Voyons les images. Mission Nouvelle Vie tient à remercier tous les généreux donateurs de Made in Compassion. Votre don permet à des familles haïtiennes de manger à leur faim, de recevoir des soins médicaux nécessaires et même parfois urgents. Ça permet également un abri, un refuge pour se sentir en sécurité. Dans 3 semaines, nous quittons pour Haïti, une équipe part pour Haïti. Notre objectif est de venir en aide aux plus vulnérables. Parce que vous savez, quand les intempéries viennent, ceux qui sont les plus affectés, c'est ceux qui sont les plus vulnérables, les faibles, les veuves, les orphelins. Alors nous quittons pour leur venir en aide par une distribution alimentaire, de la viande, du riz, tout ce qu'il faut pour bien manger. Mission Nouvelle Vie est engagée envers eux, est engagée à ne pas les abandonner. Même si tout le monde a quitté le pays, nous demeurerons pour les aider. Merci d'être partenaire avec nous pour la cause des veuves et des orphelins.
Dans l'actualité du monde en Côte d'Ivoire, les secours ont été dépêchés à Port-Boué, une commune d'Abidjan où un cargo avion s'est écrasé ce samedi matin dans la mer. Selon un bilan provisoire reporté par des témoins de la scène à l'agence de presse Reuters, 4 personnes ont été tuées dans cet incident. 6 personnes sont par ailleurs blessées, dont 2 grièvement. Parmi les blessés, 4 soldats français ont confirmé le ministre ivoirien de la sécurité de l'armée française. L'appareil, un Antonov, transportait 10 personnes d'après le porte-parole de la police ivoirienne. Suivons ensemble le reportage. On l'a appris ce matin, un avion s'est crashé au large d'Abidjan. On dénombre au moins 3 morts, mais pour plus de précision, nous avons pu joindre par téléphone le colonel Issa Sako, commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Mon colonel, bonjour mon colonel. Oui, bonjour monsieur Hamza. D'accord, dites-nous, quel est l'état des lieux à l'heure qu'il est? Bon, nous pouvons préciser le renseignement parce que les 10 passagers ont été retirés de la carcasse. D'accord. Vivants. Vivants, tous les 10. Ont été évacués à l'infirmerie du 43e BIMA et 4 victimes décédées. D'accord. 10 passagers donc, 6 vivants et 4 décédés. Et l'opération de sauvetage est donc terminée? Oui, l'opération de sauvetage est terminée, mais maintenant il nous reste à consolider la carcasse de l'avion pour ne pas qu'elle dérive, pour que les enquêteurs puissent faire leur travail. D'accord. On connaît à l'heure actuelle, à l'heure qu'il est, l'origine de ce crash? L'origine, nous ne pouvons pas vous dire l'origine parce que c'est vraiment soumis à enquête des autorités compétentes. Oui. Au niveau des sauvetages, le travail est terminé. Maintenant, le travail d'enquête va se faire par la gendarmerie ou la police compétente dans ce domaine-là. D'accord. Et qu'est-ce que vous savez des occupants? Est-ce qu'on a la nationalité des 10 passagers? Les nationalités, il y avait dans cet appareil 6 Moldaves et 4 Français. Et vous avez la provenance? Les 4 Français sont vivants. D'accord. Vous avez la provenance donc de l'appareil aujourd'hui? Parmi les 6 victimes décédées, non, pardon, les 4 victimes décédées, oui. Les 4 victimes décédées sont de nationalité moldave. D'accord. Et vous avez la provenance de l'appareil? Vous savez d'où il venait, cet avion? Oui, l'avion, nous avons eu l'information. L'avion était en provenance de Ouagadougou. Il devait atterrir à Abidjan. D'accord. Et dans sa chute, est-ce qu'on est sûr que l'avion n'a pas fait de dégâts? Pas de maison détruite? Non, non, non. L'avion n'a pas fait de dégâts dans sa chute parce qu'il a chuté carrément sur l'eau. D'accord. En Somalie, la capitale somalienne était en deuil dimanche au lendemain du double attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays. Plus de 185 personnes ont été tuées dans le double attentat au véhicule piégé samedi soir à Mogadiscio, la capitale, et plus de 250 autres ont été blessés selon un nouveau bilan fourni dimanche 15 octobre par les autorités. Suivons les images. Au moins 22 personnes tuées et plusieurs autres blessées samedi dans 2 voitures piégées dans 2 quartiers séparés de la capitale somalienne Mogadiscio, a indiqué la police. La première explosion a eu lieu dans la zone K5 Junction, qui est bondée de bureaux gouvernementaux, d'hôtels et de restaurants, a coûté la vie à au moins 20 personnes. La seconde, qui a eu lieu dans le district de Madina, a fait 2 morts. Dimanche matin, la police a déclaré que des opérations de sauvetage étaient en cours pour récupérer des personnes coincées sous les décombres d'un hôtel qui a été en grande partie détruit lors de la première explosion. Ces attaques n'ont pas encore été revendiquées, bien que le groupe islamiste Al-Shabaab mène souvent des attaques à Mogadiscio.
Au Madagascar, l'ancien chef d'État malgache Albert Zafi est décédé à l'âge de 90 ans. L'annonce a été faite ce vendredi midi par le président de la République de Madagascar. Victime d'un AVC mercredi matin à son domicile, l'ancien homme d'État a été admis à la polyclinique d'Ilafi avant son transfert sanitaire à l'île de la Réunion, alors que son évacuation ce jeudi vers l'île Maurice avait été annoncée. La suite dans le reportage. Fin de parcours pour l'ancien président malgache Albert Zafi. L'homme d'État est décédé vendredi à l'hôpital Saint-Pierre, La Réunion, suite à un accident vasculaire cérébral. Il était âgé de 90 ans. Albert Zafi était président de la République malgache entre 1994 et 1996. Ces dernières années, il a refait apparition sur la scène politique malgache. Il s'est par exemple fortement impliqué dans la résolution de la crise de 2009. Dans les années 90, Albert Zafi est le principal leader de l'opposition et se dresse contre la politique socialiste du président de l'époque, Didier Rastirak. En 1993, il est le candidat de la coalition des forces vives qui remporte la présidentielle. Il quitte le pouvoir le 5 septembre 1996 à la suite d'une motion de censure adoptée par l'Assemblée nationale suite à 3 ans d'instabilité politique sur la Grande Île. Dans le reste du monde, en Syrie, une ONG a réclamé mercredi l'audition de Laurent Fabius dans l'enquête sur la présence du cimentier en Syrie en 2014. À l'époque, le ministre des Affaires étrangères, ce dernier aurait encouragé Lafarge à rester sur place malgré la présence de l'EI. L'ONG Sherpa, partie civile dans une enquête sur les activités en Syrie du cimentier Lafarge-Holcim, a demandé à la justice mercredi 11 octobre d'entendre comme témoins l'ex-ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius et 2 anciens ambassadeurs de France. Suivant le reportage. Le cimentier Lafarge a-t-il sciemment mis en danger ses anciens salariés en maintenant coûte que coûte son activité dans un pays en guerre? C'est ce que soutient Nidal Wahbi, chargé de 2010 à 2012 des ressources humaines dans l'usine syrienne du groupe Lafarge. Il est à Paris pour témoigner devant la justice française contre son ancien employeur. J'ai été moi-même kidnappé pendant 10 jours. Ils m'ont kidnappé seulement parce que je travaillais chez Lafarge. Ils n'ont pas payé pour vous? Pas une seule livre syrienne. Rien. Ils ont joué avec moi pendant 10 jours. Ils disaient qu'ils négociaient. Et ensuite, ils ont dit qu'ils ne paieraient pas. Ils m'ont mis dans une situation très dangereuse. Nidal Wahbi finira par payer lui-même sa rançon. Voici l'usine syrienne du groupe, près d'Alep. Elle a coûté 600 millions d'euros. Pour continuer à la faire tourner alors que toutes les entreprises françaises avaient quitté le pays, Lafarge aurait pris tous les risques, en finançant notamment à partir de 2012 des groupes terroristes via des intermédiaires. Des versements de l'ordre de 100 000 $ par mois, dont 20 000 pour le groupe État islamique. Parmi les éléments compromettants, les laissez-passer payés par Lafarge pour permettre à ces camions de circuler dans le pays. Celui-ci porte le cachet de l'organisation terroriste. Le groupe Lafarge reconnaît aujourd'hui des activités inacceptables et des erreurs de jugement. Mais son ancien responsable Moyen-Orient affirme que l'État français était informé de ces activités en Syrie. Tous les 6 mois, on allait voir le Quai d'Orsay qui nous poussait à rester. Si l'État français a été possiblement impliqué, les juges d'instruction devront étudier en profondeur cette possible implication. Plusieurs organisations non gouvernementales ont porté plainte contre le groupe Lafarge pour financement du terrorisme. Elles demandent aussi l'audition de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères à l'époque des faits. En France, il y a eu vendredi 13 octobre l'élection de la nouvelle directrice générale de l'UNESCO, la Française Audrey Azoulay, au terme d'une élection marquée par de multiples rebondissements qui se tenaient depuis lundi. L'ancienne ministre française de la Culture est en effet finalement choisie par 30 voix contre 28 face au Qatari Ahmad El Karawayi pour diriger l'organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture basée à Paris. Sa nomination sera officialisée le 10 novembre prochain. Suivant le reportage. Audrey Azoulay, élue à la tête de l'UNESCO. L'ancienne ministre de la Culture de François Hollande s'est imposée de justesse face au Qatarien Ahmad Al-Kawiri ce vendredi. Elle a recueilli 30 voix du Conseil exécutif et son adversaire 28. Une élection qui doit encore être validée par la Conférence générale des États membres le 10 novembre prochain. Si je suis confirmée, la première chose que je ferai sera de m'attacher à restaurer sa crédibilité, la confiance des États membres, son efficacité, afin qu'elle puisse agir parce qu'elle est la seule à pouvoir le faire de façon durable sur les enjeux qui sont ceux de notre monde. L'organisation, en proie à des difficultés économiques, a subi de nouvelles avaries avec le départ des États-Unis et d'Israël ce jeudi. Les deux pays accusent l'UNESCO d'opter pour un parti pris anti-israélien. Ils avaient mis un terme à leur contribution financière à l'UNESCO en 2011 lors de l'admission de la Palestine. En Espagne, la pression augmentait dimanche sur le dirigeant séparatiste catalan Carles Puigdemont qui doit choisir entre proclamer l'indépendance de la Catalogne et pousser l'État espagnol à prendre le contrôle de cette région autonome ou reculer et déclencher la colère de ses troupes. Le gouvernement espagnol a sommé Carles Puigdemont de dire d'ici 10 heures, heure locale lundi, si sa déclaration ambiguë la semaine dernière était une proclamation d'indépendance ou pas. Suivons le reportage. Le temps presse pour Carles Puigdemont. Le président catalan a jusqu'à ce lundi 10h pour confirmer ou non l'indépendance de la Catalogne après sa déclaration ambiguë de la semaine dernière. Ce dimanche, Carles Puigdemont s'est contenté de cette déclaration lors de cette cérémonie d'hommage à l'un de ses prédécesseurs. Au nom du gouvernement et en mon nom, je tiens à réaffirmer notre engagement en faveur de la paix, du civisme, de la sérénité, de la fermeté et de la démocratie. Ce sont des sources d'inspiration pour les décisions qu'on doit prendre. Carles Puigdemont rendait hommage ce dimanche à Lluís Companys, président de Catalogne, fusillé par Franco le 15 octobre 1940. La figure de Companys n'a pas reçu de l'État le traitement digne qu'il mérite, bien au contraire. Le parti qui gouverne l'Espagne continue de banaliser ce crime tout en soutenant dans les manifestations ceux qui lèvent le bras fasciste en toute impunité. Si d'ici ce lundi 10h, Carles Puigdemont proclame l'indépendance, Mariano Rajoy pourrait lui laisser un ultime délai jusqu'à jeudi matin pour faire marche arrière, sans quoi Madrid pourrait reprendre le contrôle de la Catalogne. En Autriche, dimanche, les Autrichiens ont été appelés à élire leurs députés. L'Europe a eu les yeux rivés sur l'Autriche, un pays où un peu plus de 6 millions de citoyens y vivent. Selon les premières projections, le jeune leader conservateur Sebastian Kurz, 31 ans, a remporté les élections législatives autrichiennes dimanche. Sebastian Kurz, qui a provoqué ce scrutin anticipé, mettant fin à 10 années de grande coalition avec les sociodémocrates du chancelier Christian Kern, semble avoir réussi son pari. Son parti chrétien-démocrate est crédité de 30,2% des suffrages devant la formation d'extrême droite, 28,8%. dont le chef Heinz Christian Strache apparaît comme le prochain faiseur de roi. Suivons les images. Aux États-Unis, en Californie, les pires incendies de l'histoire de la Californie continuent de ravager le cœur viticole du nord de l'État, alimenté par des vents changeants, et le bilan provisoire de 40 morts risque de s'alourdir de jour en jour. Depuis une semaine, le nord de la Californie est ravagé par les flammes.
Pas moins de 16 foyers d'incendie dévastent cette région, joyau de la viticulture américaine, causant des dommages considérables. Au moins 90 000 hectares partis en fumée, près de 5 700 bâtiments détruits, mais surtout le bilan humain qui s'alourdit chaque jour, faisant de cet incendie le plus meurtrier de l'histoire de la région. Voyons les images. Des moyens impressionnants tels que le plus grand Canadair au monde sont déployés pour lutter contre le pire incendie de l'histoire de la Californie. Objectif, mettre un terme à la dévastation. Il y avait un énorme feu ici hier soir. Ça a tout brûlé aux alentours. Donc là, on s'assure qu'il ne reste plus de braise dans les gouttières en arrosant le toit. Les flammes ont englouti des quartiers entiers. Elles ont transformé une végétation luxuriante en paysage lunaire. Ça, c'est un autre exemple de la puissance du feu qui a traversé cette zone. Tout ce qui était inflammable a pris feu et est réduit à néant. Par endroits, la lutte contre le feu passe par une attention minutieuse. Il faut éteindre chaque braise. Les feux ont dévasté cette colline avec une énergie impressionnante avant de se retrouver confrontés ici à des pompiers qui ont réussi à les repousser. Ce passage de cette nature calcinée, de ces couleurs sombres à cette terre claire, marque la ligne de front dans cette bataille. Voilà un autre exemple. Il est encore trop tôt pour parler de victoire. Chaque jour, on a des victoires, petites et grandes. Mais on a subi également des échecs. Cette région viticole à la réputation mondiale commence à peine à chiffrer ses pertes, qui paraissent déjà colossales. Restons aux États-Unis. Dans une allocution à la Maison-Blanche, Donald Trump a annoncé qu'il ne certifierait pas l'accord sur le nucléaire iranien. Les gardiens de la révolution seront désormais classés comme organisation terroriste par le Trésor américain. Donald Trump n'a pas mâché ses mots contre l'Iran. Vendredi 13 octobre, dans un discours énergique, le président américain a déclaré qu'il refusait de certifier l'accord sur le nucléaire iranien, le qualifiant de pire accord qui soit. Il a également annoncé de nouvelles sanctions contre le régime iranien, visant notamment les gardiens de la révolution. Suivons le reportage. Les quelques activistes réunis devant la Maison-Blanche accusent le président d'avoir pris une décision hautement dangereuse et qui, selon eux, va conduire au pire. Un vote au Congrès en faveur du rétablissement des sanctions n'est pas juste un vote pour des sanctions, c'est un vote pour mettre fin à l'accord et c'est un vote pour une guerre. Selon ces manifestants, en ne recertifiant pas l'accord sur le programme nucléaire iranien, Donald Trump renonce à l'option diplomatique et isole un peu plus son pays. Donald Trump, durant sa campagne, a promis de déchirer l'accord sur le nucléaire iranien. C'est totalement fou. Vous voyez ce que ça donne avec la Corée du Nord. Les États-Unis ont quitté l'accord sur leur programme nucléaire, donc on se dirige vers une situation similaire, mais avec les Iraniens. Dans les think tanks, les centres de réflexion de la capitale américaine, beaucoup d'experts se penchent sur les raisons derrière cette manœuvre. Cet ancien responsable de l'administration Obama a supervisé la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire iranien. Pour lui, la décertification n'est qu'une demi-mesure. Le président peut tout à fait se retirer de l'accord et réimposer les sanctions quand il le souhaite. Pour moi, c'est difficile d'expliquer d'un point de vue sécuritaire pourquoi il a choisi de remettre cela au Congrès. Il y a près d'1 demi-million d'Irano-Américains aux États-Unis. Dans les bureaux de la plus grande organisation qui représente leurs intérêts, l'inquiétude est vive. Maintenant, avec une vraie possibilité de voir la fin de l'accord et les relations irano-américaines renvoyées vers les antagonismes guerriers, c'est très préoccupant pour nous. Républicains et démocrates au Congrès ont désormais 60 jours afin de se prononcer pour ou contre le rétablissement des sanctions. C'est la fin du journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à vous sur la TFC et que le Seigneur vous garde.